Bonjour à tous et à toutes. On est vraiment très heureux de vous accueillir pour ce 40e Mardi Raise. C'est un Mardi Raise anniversaire puisque ça fait le 40e, mais c'est aussi le deuxième en visio. On espère que le prochain sera physique. Un grand merci donc, à Stéphane Pérez qui en plus vient pour la deuxième fois. La première fois, il a beaucoup préféré parce que c'était un physique. Merci à Stéphane Roussel et merci à Stanislas de nous rejoindre. Et surtout, merci à Thomas qui va animer cette séance sur le gaming. Un tout petit mot sur l'initiative du Mardi Race, Sarah. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est pour nous toujours un moment un peu émouvant de vous réunir autour de ces Mardi Race, comme l'a dit Gonzague, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais c'est le 40e. Donc, ça veut dire que Raise grandit. Raise n'a que 7 ans, mais c'est le 40e Mardi Race que l'on fait. Juste pour rappeler la philosophie, c'est vraiment de rassembler autour d'un thème. Et ce soir, c'est celui du gaming qui a réuni énormément de personnes. Des grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne, des startups et des patrons qui sont spécialistes de ce secteur pour bien montrer que c'est pas parce qu'on est grand ou petit qu'on n'a pas forcément des enjeux qui peuvent être communs et qu'on peut pas travailler ensemble. Alors, comme on est en visio, c'est triste parce qu'on se voit pas, on n'échange pas. Vous savez que d'habitude, quand on fait les Mardi Raise, après, il y a un cocktail où on a le temps de discuter ensemble. Mais au moins, l'avantage de la visio, c'est que c'est très efficace. Et donc, on va tout de suite… et c'est sans masque. Et donc, on va laisser la parole à Thomas, qui a eu la gentillesse d'accepter d'animer ce Mardi Race. Thomas est un spécialiste du digital. Il va se présenter lui-même et il va introduire nos invités. Thomas, the floor is yours. Merci beaucoup Clara, Gonzague. Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Pour me présenter rapidement, je suis donc Thomas Gavage, je suis le fondateur de Good Game Management, qui est une agence spécialisée dans la gestion stratégie de communication et développement dans le domaine du gaming pour les marques et les médias. Et c'est un sujet dont nous allons avoir l'occasion de parler avec nos trois invités qui ont des points de vue différents sur ce secteur dont on a beaucoup entendu parler en 2020 avec le temps que de très très nombreuses personnes ont passé à jouer sur PC, console et mobile en étant confinés chez eux. Donc le timing était plutôt bon pour en parler en 2021. Je vais laisser la parole à nos trois invités pour qu'ils puissent se présenter. Stéphane, c'est à vous. Alors, je crains de ne plus avoir ma caméra. Je suis vraiment désolée. On vous entend très bien en tout cas. Ah, plus maintenant. Stéphane, Stanislas, le temps que Stéphane se reconnecte, l'un d'entre vous veut peut-être se présenter? Oui, moi je vais bien commencer. Donc, ravi de cette rencontre. Donc, je suis Stéphane Roussel. Donc, je suis à la fois patron opérationnel de Vivendi. Alors, Vivendi, vous connaissez sans doute les marques. Hein. C'est numéro 1 mondial de la musique avec Universal Music. C'est Canal+, c'est Havas, c'est Editis. Et j'ai aussi comme responsabilité passionnante d'être le PDG de Geloft, qui est la filiale jeux mobile de Vivendi. Donc, c'est un leader sur le marché du jeu vidéo sur mobile, avec plus de 3500 collaborateurs. Mais je reviendrai peut-être un peu plus tard. Voilà pour la première présentation. Et de mon côté, donc bonjour. Donc je m'appelle Stanislas Copin. Je suis le fondateur de Powder. Powder, qui est une application qui permet d'éditer et de partager des game clips, donc des extraits de jeux vidéo. Je travaille sur des réseaux sociaux depuis environ 8 ans, toujours autour de la vidéo sur mobile. Et donc, pour ce projet, on est vraiment à l'intersection entre le social gaming, la creator economy et les jeux vidéo. Merci à tous les deux. Nous avons trouvé Stéphane.
Voilà, vraiment, vraiment désolée parce que je sais pas, j'ai un petit bug de mon côté. Donc, Stéphane Pallès, donc je suis PDG de la Française des Jeux. Je ne vais pas présenter la Française des Jeux, grand opérateur donc de loterie et de paris sportifs. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion de parler à la fois de nos activités et de comment nous faisons partie effectivement du secteur du gaming. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les trois. Alors avant de commencer, la régie me demande à ceux d'entre vous qui n'ont pas la parole de couper leur micro, puisque visiblement il y a des bruits de fond, je les entends pas, mais peut-être que certaines personnes ont un peu de friture sur la ligne de leur côté. Ma première question sera pour vous, Stéphane Pallez. FDJ est un acteur du jeu au-delà du gaming. Est-ce que vous pouvez nous présenter la façon dont FDJ s'inscrit dans ce marché du gaming, à la fois via ses offres historiques et ses développements plus récents dans le domaine du gaming et de l'e-sport? Alors, c'est une vaste question, mais peut-être donc rapidement, FDJ aujourd'hui, c'est donc effectivement une entreprise qui vient d'une activité historique qui est la loterie, qui a donc maintenant aujourd'hui donc une activité de paris sportifs qui représente 20% de son chiffre d'affaires, qui est donc le premier opérateur de jeux d'argent en France et le premier opérateur européen aussi. Je pense que c'est important de le dire. Donc, c'est une entreprise qui pratique une activité qui est évidemment spécifique, qui est régulée, qui est le jeu d'argent et de hasard, dont on pourrait dire que de ce point de vue-là, elle est différente du secteur du gaming, mais qui néanmoins s'en approche par plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une entreprise de plus en plus digitale. Donc, 20% des mises qui sont faites chez FDJ, toutes activités comprises, passent en fait par le digital, soit par le en ligne, soit par le mobile dans nos points de vente. Donc, et ça a évidemment énormément cru depuis les 5 dernières années et en particulier cette dernière année. C'est une activité de divertissement, bien entendu, même si encore une fois c'est un divertissement qui est lié, enfin, qui vient du jeu d'argent. C'est une activité populaire, donc nous avons 23 millions de clients et c'est une activité dans laquelle d'ailleurs nos joueurs, pour je crois 62%, jouent à des jeux vidéo, des jeux de casual gaming. Donc c'est une activité dans laquelle nous sommes en concurrence et de plus en plus avec des activités de gaming, de divertissement digital, dans des univers qui sont évidemment régulés de manière différente, mais dans lesquels, évidemment, du point de vue du client, nous venons en concurrence, si je puis dire, dans leurs dépenses et dans leur temps. Donc, on y reviendra peut-être plus en détail, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a deux conséquences pour nous. L'une, c'est que au sein de notre activité cœur, la loterie, nous nous inspirons de plus en plus de l'univers du gaming. Certains disent que le gaming, c'est une culture. Donc, c'est une culture, ce sont des codes, ce sont des pratiques. Donc, ça vient nous inspirer. Ça nous inspirait évidemment dans la conception de nos jeux. Dans la gamification de nos jeux qui peuvent devenir des jeux à étapes, qui utilisent des mécaniques de collection, qui se pratiquent de plus en plus dans des communautés, qui utilisent des thématiques du gaming. C'est aussi évidemment quelque chose qui va nous inspirer dans les parcours clients, dans la personnalisation de la relation de client, dans les moyens de paiement qui aussi se sont énormément diversifiés
diversifiés alors que ils étaient historiquement beaucoup plus monolithiques. Donc notre activité de loterie, même si elle reste encore une fois fondamentalement régie par des règles particulières, elle utilise de plus en plus, et évidemment en particulier sur sa partie digitale, des codes qui viennent de l'univers du gaming. Et vous évoquiez l'e-sport. Alors l'e-sport, si on en dit un mot là aussi rapidement, mais on pourra éventuellement le développer. L'e-sport aujourd'hui n'est pas une activité de jeu d'argent et de hasard, donc ne fait pas partie de cet univers régulé et dans lequel nous sommes soit en monopole, soit en concurrence, mais dans un cadre de régulation. En revanche, il nous a semblé que l'e-sport était une activité à laquelle nous devions nous intéresser parce qu'en fait, d'une part, elle a beaucoup de codes communs avec notre activité de paris sportifs, d'une part, et d'autre part, dans certains pays, c'est une activité sur laquelle les paris sur le e-sport sont autorisés et qui donc fait partie de l'univers des jeux d'argent et de hasard. Et donc, on a décidé il y a quelques années, donc non pas d'offrir des paris payants, puisqu'on n'a pas le droit de le faire, mais à la fois de devenir un organisateur de compétition de e-sport, ce que nous sommes aujourd'hui. On pourrait revenir sur la manière dont on l'a fait. Donc ça, c'était une manière d'aller en quelque sorte directement sur le terrain et d'apprendre ces codes. Et puis, on a aussi créé en fait un site de paris sur le e-sport, de paris gratuits, puisque ça c'est autorisé, aussi pour tester en quelque sorte cette activité dans un mode hors jeu d'argent et de hasard. Voilà, donc nous sommes toujours un opérateur évidemment principalement de loterie et de paris sportifs, mais je pense que nous sommes bien dans l'univers du gaming, à la fois par la manière dont il nous inspire et par les incursions finalement que nous sommes en train de faire et peut-être qui peuvent nous conduire à aller dans cet univers ou à ce que cet univers se rapproche de nous, on peut le dire de plusieurs manières. Peut-être m'arrêter là pour laisser la parole à d'autres. C'est très complet, vous avez devancé la plupart des questions qui venaient ensuite, donc c'est parfait. Vous parliez de la place du mobile dans les usages, et cette fois-ci, Stéphane Roussel, la question s'adresse à vous. Gameloft est un acteur historique du gaming mobile, un des leaders mondiaux. Vous avez un point de vue privilégié sur les évolutions de ce segment du gaming qui est un de ceux qui porte la croissance du gaming au niveau global. Est-ce que vous avez des éléments à partager sur les tendances qui émergent ces derniers mois sur ce secteur-là, peut-être notamment sous l'impulsion des différents confinements en 2020? Est-ce que ça a été un boost pour le gaming mobile, ou est-ce qu'au contraire les gens ont passé plus de temps à jouer devant leur télévision ou devant un écran d'ordinateur plutôt que sur mobile dans les transports comme on pourrait l'imaginer? Qu'est-ce que vous avez remarqué en termes de tendance ces derniers mois? Je vais commencer par cette question conjoncturelle. Enfin, elle est plus conjoncturelle que ça, parce que ça commence à durer. Enfin bon, en tout cas, oui, il y a eu un accroissement sur toutes les activités de divertissement. Là, je mets ma casquette Vivendi avant de parler de Gameloft. Que ça soit pour écouter la musique, que ça soit pour jouer, que ça soit pour regarder la télé, il y a entre 15 et 20% de consommation supplémentaire. Donc, effectivement, il y a un mouvement général. Et finalement, surtout dans les populations les plus jeunes, on peut faire pratiquement les trois en même temps, j'exagère à peine, mais voilà, on choisit pas toujours, surtout quand on joue sur un jeu simple, on peut jouer en regardant un match, enfin, on peut faire tout à peu près en même temps, et ça c'est un des phénomènes actuels. En tout cas, oui, il y a une surconsommation. Alors pour répondre à la première question, les tendances lourdes, évidemment, le Covid n'a fait qu'accélérer cette tendance du temps passé à se divertir et au gaming en particulier, surtout par le digital, avec un phénomène où finalement vous avez à la fois plusieurs marchés dans le gaming et puis en même temps des marchés qui commencent à converger. Alors, quels sont ces marchés? Pour être simple, il y a celui qui est le plus historique. Le premier, c'était sur les consoles, donc acheter sa PlayStation ou sa Xbox, payer une bonne fois pour tout le jeu et jouer dedans. Après, vous avez eu les jeux sur PC, pardon, et puis le jeu sur mobile. Et à l'intérieur du segment du jeu sur mobile est apparue une segmentation aussi les 3 dernières années entre ce qu'on appelle l'hyper casual et le casual, pour simplifier. Donc,
ce qu'on appelle l'hyper casual, c'est tous ces jeux jetables, entre guillemets, il n'y a pas de connotation négative, mais c'est des jeux très simples qui vous jouez quelques fois et vous les laissez tomber, puis vous passez à un autre, etc., etc. Ils ne sont pas très engageants, ni effectivement, ni intellectuellement, mais c'est des passe-temps au moment où vous êtes en transport, etc., etc., qui ont couvert beaucoup de marchés, qui ont pris beaucoup, qui ont bouleversé le marché. Pourquoi? Parce que la spécificité du jeu sur mobile par rapport à la console et au PC, c'est, comme vous le savez sans doute, ce qu'on appelle le free-to-play, c'est-à-dire que vous ne payez pas quand vous rentrez dans le jeu. Il faut savoir que à peu près de 3 à 5% des gamers payent. Donc, ça veut dire qu'il y a entre 95 et 4,5% de gens qui ne payent jamais. Donc, le seul moyen de monétiser, c'est qu'ils regardent effectivement des pages de pub pour continuer à jouer. Donc, ceux qui vraiment s'engagent au point de payer pour avoir une voiture qui va plus vite, pour avoir un personnage plus sympa, etc., ne sont pas énormes. Donc, c'est sur eux que se font les plus grosses marges. Donc, le modèle hyper casual dont je parlais, des jeux jetables, lui, n'est que sur la publicité. Donc, c'est une sorte de grande place de marché où vous passez d'un jeu à un autre. Vous avez l'autre catégorie qui est le cœur du business de Gameloft, qui sont des jeux sur mobile plus engageants, où là, on a envie au fur et à mesure d'aller plus loin dans l'aventure du jeu. Et là, vous avez ce modèle mix entre la publicité et le fait qu'il y a des joueurs qui payent effectivement au fur et à mesure qui progressent dans le jeu. Là où ça bouge pas mal, c'est que quand vous avez une IP forte, une forte valeur de marque, vous avez intérêt à retrouver le jeu dans toutes les catégories. Donc, ce qui a commencé à se faire pour les grandes marques de jeux sur console, on a en tête Call of Duty, par exemple, qui est le plus connu, qui avait intérêt à faire sa déclinaison sur le mobile, fort de sa puissance. Alors, ce n'est pas le même jeu. Il y a eu des erreurs il y a encore 3-4 ans, nous compris d'ailleurs, où on essayait de faire des jeux sur console, sur mobile. Or, c'est pas du tout la même attente, c'est pas la même taille d'écran, c'est pas le même modèle de monétisation. Donc, il a fallu faire autre chose. C'est-à-dire que l'expérience que vous avez quand vous jouez sur mobile ne peut pas être la même que sur console et vous n'attendez pas les mêmes choses, le même niveau, ni le temps d'attention. Mais fort d'une marque puissante, vous avez intérêt à décliner votre produit sur le mobile. Mais ce qui se passe, et Gameloft est le premier à le faire, puisqu'on va, dans notre roadmap 2021, on va avoir 2 jeux comme ça, qui vont sortir à la fois sur mobile, sur console, sur PC. Donc, tout à la fois. C'est-à-dire que on espère qu'ils vont avoir un impact suffisamment fort pour, à travers des expériences qui ne sont pas exactement les mêmes, pouvoir sortir sur toutes les plateformes. Donc, la tendance générale, c'est que quand vous avez une IP forte, mais ce qui existe d'ailleurs dans d'autres domaines que le gaming, c'est comme ça que Disney a créé toute sa réussite. C'est vous le déclinez, un personnage de Disney, il fait un film, il fait une série, il fait un jeu, et on fait beaucoup de jeux pour Disney d'ailleurs. Donc, quand vous avez créé quelque chose de fort, bien vous avez évidemment envie qu'il se décline un petit peu sur tous les formats. Donc, la stratégie d'ailleurs de Gameloft en particulier, c'est de pouvoir faire parler cette marque sur tous les formats. Voilà, pour vous présenter les dernières tendances du marché qui sont d'essayer de capitaliser. Les moyens marketing mis en œuvre sont tellement importants. Il y a tellement d'offres que quand vous avez réussi à faire la différence sur 2-3 marques, eh bien, effectivement, là, il faut capitaliser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un phénomène aussi en musique, de The Winner Takes All. C'est de plus en plus fort. Si je prends l'analogie de la musique, vous avez beau avoir 30 millions de titres, mais plus ça va, plus 95% de l'audience se fait sur 5% de titres. Eh bien, pour le jeu, c'est un peu ça aussi. Tout le monde s'emballe sur un jeu, évidemment, qui attire l'attention, qui devient une communauté et qui devient d'ailleurs pas seulement un jeu, mais un lieu d'expression beaucoup plus général, voire un lieu communautaire. Très intéressant, le lien est assez évident avec Powder et Stanislas, la question sera pour toi cette fois-ci. Vous vous inscrivez sur ce segment du gaming au sens large.
On parlait du fait que certains jeux concentrent la majorité des audiences. Comment vous définissez vos stratégies entre jeux PC, jeux console, jeux mobile, les jeux sur lesquels vous essayez de vous positionner, sur lesquels vous essayez de capter les audiences, puisque, peut-être que d'abord tu peux rappeler peut-être un peu plus en détail ce qu'est Powder, la façon dont ça fonctionne et comment vous appréhendez ces grandes tendances pour orienter votre stratégie d'acquisition de nouveaux utilisateurs. Oui, donc en fait, Powder, c'est vraiment une application qui permet de regarder du contenu de jeux vidéo. Ce qu'on fait, en fait, notre travail, c'est vraiment d'agréger le contenu depuis toutes les plateformes sur Powder en se connectant, donc par exemple, aux consoles, au PC, au mobile. Et à partir du moment où le contenu est reçu en fait sur notre plateforme, on a un outil d'édition qui permet aux utilisateurs ensuite de rajouter des effets, de la musique, du texte et de publier ensuite sur notre plateforme. En fait, pour reprendre un peu ce que Stéphane a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux qui ont un succès planétaire aujourd'hui sont cross-platform. Donc l'essor du mobile gaming, il est plus du tout à justifier. En gros, c'est la plateforme de prédilection des joueurs avec la tranche d'âge et de diversité la plus large. Et il y a aussi vraiment le mobile gaming multijoueur qui est chez nous, qu'on voit de plus en plus. En plus du multijoueur sur PC et sur console, Call of Duty, Among Us, Garena, Free Fire, des jeux comme ça. Et en fait, quand on a vu ce marché en décembre 2019, quand on a commencé à créer notre produit, on a pensé que le timing était le bon pour être la première plateforme mobile first en fait de social gaming. Là où Discord, Twitch ont démarré sur PC et ont une grosse partie de leurs utilisateurs qui sont en fait des joueurs PC. On pense aussi que le mobile, c'est l'outil parfait pour créer du contenu. Aujourd'hui, éditer une vidéo de jeu sur PC, c'est environ 1 heure de temps passé par minute. Donc en fait, on a décidé de créer un produit qui simplifie ce travail d'édition difficile et qui devient un hub de création et de partage directement accessible depuis son mobile pour ensuite être repartagé, quoi. C'est depuis le début ce que nous a demandé notre communauté. En fait, c'est de travailler sur les outils qui facilitent la vie des gamers. Et en fait, Powder sur mobile, c'est un peu l'unité centrale où on reçoit le contenu venant de toutes les plateformes pour l'éditer et le repartager. Et en fait, on a beaucoup réfléchi à la place qu'on souhaitait prendre avec ce produit-là. Et l'idée, c'est vraiment d'être au centre de l'écosystème et de créer une infrastructure en fait technologique qui permet de créer des ponts entre ces dispositifs de jeu, donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, les consoles, le PC et le mobile, et les développeurs et les publishers qui créent du contenu exceptionnel, donc qui mérite d'être mis en avant et diffusé par le public. Nous, en fait, on est vraiment à l'intersection de tout cela. Et par rapport au type de contenu en fait qui est sur la plateforme, c'est toujours des contenus qui sont en fait multijoueurs. Parce qu'ils amènent beaucoup plus d'histoire en fait, beaucoup plus de storytelling au sein de la création vidéo. Et donc nos utilisateurs, souvent ils se retrouvent dans un jeu et ensuite ils enregistrent en fait leur partie, mais avec leurs amis, en train de discuter. Et ensuite, quand ils éditent, ils rajoutent des mèmes, des effets. Et c'est ça en fait qui permet de créer ce format particulier du Game Clips, qui est un format court et qui est facilement partageable en fait à l'extérieur. Tu parlais de 2 points intéressants et j'aimerais que Stéphane vous rebondissiez dessus. La dimension de plus en plus, alors oui, désolé, c'est difficile de différencier. À l'oral, tu parlais de l'aspect multijoueur, hein, de plus en plus multijoueur des jeux, en tout cas pour une plateforme comme Powder, et de l'aspect communautaire. Et je reprends une question dans le chat, quelqu'un qui demandait si le jeu vidéo d'abord solitaire puis multijoueur se transforme de plus en plus en un outil communautaire. L'exemple le plus connu ces derniers mois est celui des concerts dans Fortnite. On le voit surtout, enfin en tout cas d'abord sur des jeux consoles, des jeux PC. Est-ce que c'est aussi pour Gameloft une tendance qui est étudiée sur le développement des jeux mobiles? Et est-ce que cet aspect communautaire dans la stratégie de diversification mobile de FDJ, c'est un aspect qui est pris en compte dans le développement de nouvelles plateformes? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre en premier. Stéphane d'abord. Alors, lequel? Laquelle? Je vous laisse la parole comme vous voulez. Laquelle? D'accord.
Non, mais d'abord, sur le mobile, je pense qu'effectivement, c'est vraiment une tendance de fond voilà, qui nous traverse tous. Je pense que si on avait, par exemple, imaginé il y a encore 5 ans que, en fait, dans les points de vente, dans les bars tabac qui sont, si je puis dire, les commerces qui peuvent apparaître comme les plus traditionnels, en fait, pour accéder aux paris sportifs, 80% de nos clients passeraient par leur mobile. C'est-à-dire ils prépareraient leur pari sportif sur leur mobile avant de le payer à leur détaillant. Donc là, on a vraiment, là, on parle évidemment enfin, si, on parle aussi du contenu, parce qu'en fait, ce que le mobile a permis, c'est en fait de donner accès à nos clients dans nos points de vente à une richesse d'offres et de contenus sur les paris sportifs, je pense que personne n'avait imaginé et qui était strictement impossible, évidemment, en passant par un bulletin papier qu'on remplit avec un stylo. Donc, je donne cet exemple parce que finalement, on voit beaucoup le mobile comme un outil purement en ligne, mais là, on est dans le mobile comme, en fait, enrichissement d'une offre dans un endroit, par exemple, qui reste un endroit physique et où les gens viennent parce qu'en fait, ils aiment parier ensemble, notamment si on parle des paris sportifs. Donc ça, je pense que c'est vraiment une tendance vraiment qui traverse nos différents business et qui effectivement permet à la fois d'enrichir nos offres et en fait de les enrichir aussi avec du contenu. Donc effectivement, sur les paris sportifs, là on n'est pas dans l'univers du jeu vidéo, dans l'univers du sport réel, mais on voit bien que à travers l'usage du mobile, on peut apporter une richesse sans arrêt augmentée de l'offre et des contenus. Donc ça, c'est vraiment une tendance pour moi très très forte et qui va, je pense, aussi continuer à nous pousser à innover. Alors comme je l'ai dit, nous on peut pas encore une fois, nous offrons des jeux de hasard, donc il y a des règles de ce point de vue-là qui sont surveillées par notre régulateur, mais en revanche, effectivement, là aussi, dès lors qu'on se retrouve dans cet univers du mobile, il y a en fait une attente de nos clients pour une qualité du contenu et une personnalisation toujours plus grande de la relation avec l'entreprise. Et ça, c'est ça qui va évidemment aussi nous conduire à faire évoluer nos jeux, non pas dans leurs mécaniques intrinsèques qui sont très très différentes des modèles qui ont été décrits, mais dans enfin aussi encore une fois dans leur richesse, dans leur design, dans leur interaction avec le joueur. Et c'est évidemment ça qu'on est en train de vivre avec ce qui s'est passé cette année, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette année, on a évidemment eu, alors pas tellement sur le pari sportif finalement, puisque les compétitions sportives ont été arrêtées quand même une partie de cette année. En revanche, sur la loterie, on a eu quand même un boom de 60% de la loterie en ligne cette année. Donc il y a manifestement maintenant à la fois une attente, une installation de cet usage et donc aussi une opportunité d'aller avoir une offre beaucoup plus riche et qui, si la régulation nous l'autorise, ressemblera peut-être aussi davantage en termes de design et de contenu à celle que vous avez décrite. Voilà, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais voilà, je reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Non, très bien, ouais, très intéressant. Et justement, j'allais vous demander pour peut-être approfondir un petit peu sur le côté communautaire et social de l'expérience de jeu d'argent, puisqu'il s'agit de ça pour l'instant, avant de peut-être pouvoir construire des expériences encore plus gamifiées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous étudiez, la possibilité, par exemple, de parier à plusieurs, de partager ses paris, ses gains, ses pertes éventuellement, mais Alors, la vérité, c'est que ça existe dans la loterie. En fait, ça existe, mais d'une manière complètement informelle depuis très longtemps. Donc, c'est assez amusant parce que nos joueurs, en fait, ils l'ont fait avant nous et avant qu'on leur propose les moyens de le faire. Donc, dans les paris sportifs, on est plutôt sur des mécaniques dans lesquelles les gens sont en concurrence. Donc, c'est pas tellement qu'ils parient ensemble, c'est plutôt qu'ils parient
en étant dans une situation de compétition et d'émulation. Et là c'est clair qu'il faut aussi qu'on leur, qu'on favorise ce type de comportement, même si les gens ne parient, enfin, il n'y a pas de pari vraiment collectif qui existe aujourd'hui. Donc la communauté, elle existe en fait tant pour la loterie que dans les paris sportifs, elle existe. Et là aussi, je pense que le digital permet probablement d'offrir davantage de possibilités que celles qu'on offrait dans les points de vente quand, par exemple, on disait aux gens, vous pouvez remplir un ticket de loterie ensemble. Ils peuvent le faire, mais je pense que c'est quand même un peu plus... la barrière à l'entrée, si je puis dire, est un petit peu plus élevée que si on l'offre de manière digitale. Donc oui, ça fait partie des choses sur lesquelles certainement on va évoluer aussi. Très bien, on touche une tendance de fond assez lourde du secteur du gaming, qui est la création de ce qu'on appelle des metaverses, c'est-à-dire la transposition du monde physique et de l'aspect social et communautaire du monde physique dans des univers virtuels, donc du bar tabac dans un univers virtuel pour les paris, par exemple. Côté Gameloft, on parlait tout à l'heure, c'est vrai, de jeux qui sont hyper casual ou casual, donc qui sont a priori plutôt des jeux solitaires, enfin des jeux auxquels on joue seul. Mais vous parliez, Stéphane, du succès de Call of Duty Mobile, de Fortnite sur mobile aussi, des jeux qui sont par essence multijoueurs, qui ont été téléchargés à des centaines de millions d'exemplaires et qui génèrent autant de revenus en euros ou en dollars. Est-ce que côté Gameloft, c'est quelque chose que vous prenez en compte qui fait partie des axes stratégiques de développement pour les futurs jeux, alors sans forcément nous dévoiler d'informations confidentielles, mais vous parliez de jeux de cette nature qui allaient sortir dans les prochains mois. Est-ce que ça fait partie des axes de développement stratégique pour Gameloft, cette tendance? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, au minimum, chaque jeu qui va sortir aura une version multijoueur. Vous avez le choix entre solo ou multijoueur. Et certains vont être natifs multijoueurs. Ça va être même la raison d'être du jeu presque d'être multijoueur. Alors je donne un exemple parce que il va sortir, c'est déjà communiqué, et ça va partir de l'offre d'Apple Arcade. D'ailleurs je reviendrai peut-être après, parce qu'on a parlé que d'un système de monétisation peut-être plus tard dans le débat sur ça. Mais on a un jeu qui s'appelle Song Pop, qui est un jeu de trivia musical. Qu'on a transformé pour Apple en Song Pop Party. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez jouer à distance, bien sûr, entre un Canadien, un Australien, un Parisien, mais en fait, souvent, et à mon avis, c'est une tendance lourde, on va peut-être se mettre parfois autour d'une table et jouer chacun avec son mobile, mais en retrouvant la convivialité aussi des jeux de plateau. C'est assez amusant, c'est une tendance forte. Et là, le Song Pop Party, c'est tout simple, c'est le premier qui trouve le titre musical. Donc, vous mettez le mobile au milieu, et puis c'est le premier qui tape dessus, puis voilà. Donc, vous pouvez le faire à distance, vous pouvez le faire ensemble, vous pouvez jouer avec, par thématique, années 70, années 80. Donc, oui, au minimum, chaque jeu a une version multijoueur, y compris dans le mobile, bien entendu. Et pour certains, on les a nativement créés pour qu'ils soient multijoueurs, pour créer cet aspect communautaire et pour que ça soit autre chose qu'un jeu. C'est un lieu de rencontre, effectivement, beaucoup plus large, qui crée une sorte de fidélisation. Alors ça a un impact, on imagine, sur les modèles de monétisation des jeux, parce que j'en viens au nerf de la guerre, c'est une thématique sur laquelle il y a eu énormément d'évolution ces dernières années. Vous parliez effectivement de l'époque où on allait acheter un jeu dans les rayons des grandes surfaces ou à la FNAC pour y jouer, puis une fois qu'on l'avait fini, on attendait que le suivant sorte. Aujourd'hui, certains des jeux qui génèrent le plus de revenus au niveau global sont des jeux gratuits. Alors ouais, ça peut être surprenant, mais qui génèrent des revenus grâce à la publicité ou grâce à la vente de contenu in-game. Donc la fidélisation des joueurs devient de plus en plus importante, pas seulement l'acquisition, mais le fait de les faire rester et de faire en sorte qu'ils continuent à jouer pour qu'ils continuent à acheter des contenus dans les jeux. Quel impact justement ça a, cette tendance de fond de jeux comme expérience sociale de plus en plus sur les modèles de monétisation, notamment sur les jeux mobiles? Alors là, c'est un axe stratégique pour nous parce qu'on croit beaucoup comme alternative au free-to-play à l'abonnement. Pour créer cette fidélité, ce côté récurrent. C'est ce qui s'est passé sur la musique. Avec le digital est venu le modèle d'abonnement avec Spotify, Apple Music. Et justement, en parlant d'Apple, il y a une tendance très, très intéressante et on a tout de suite été
avec eux là-dessus, c'est de créer ce système d'abonnement qui s'appelle Apple Arcade, où au lieu d'avoir une offre infinie de jeux, ils ont choisi d'en avoir pour l'instant 120 qui sont vraiment très bien choisis triés sur le volet, où il n'y a pas de publicité, parce qu'il y a aussi cette tendance lourde de clients qui sont un peu fatigués par la publicité. Donc, il y a quand même cette tendance d'Apple, d'ailleurs, qui veut se démarquer. Quand on parle de GAFA, eux, ils n'aiment pas ça. Hein. Pour eux, ils sont ni Facebook. Vous avez vu la guerre qu'il y a en ce moment, d'ailleurs, sur Apple 14, entre Facebook et Google d'un côté et Apple de l'autre. Apple essaie de créer un écosystème protégé où vous payez un abonnement, certes, mais on va pas, quelque part, un tiers va pas vous prendre vos données et puis vous n'avez pas à subir des publicités. Les autres modèles resteront valables, mais eux, ils jouent une carte intéressante. Évidemment, nous, on fait à la fois du free-to-play et on fait avec eux. Avec chaque GAFA, on a une offre particulière. Mais celle d'Apple, je m'y arrête 5 minutes parce qu'elle est très intéressante. C'est de dire, on va nettoyer cette expérience de gaming pour qu'elle soit à la fois safe dans le choix des jeux, qu'il n'y ait pas de publicité et en fait, les parents pourraient s'abonner et laisser les enfants jouer. Et là où c'est intelligent de leur part, c'est qu'ils ont créé un abonnement qui s'appelle Apple One où vous pouvez mixer. Alors, c'est lancé aux États-Unis, je ne crois pas que ce soit encore lancé en France, mais ça va venir. Où vous avez à la fois le gaming, Apple Music, les séries, les news. Donc, demain, pour 29 €, vous aurez tout, mais avec un système safe. Et pour nous, producteurs de jeux, là où c'est intéressant, c'est qu'ils nous payent le coût de la production des jeux, donc il n'y a pas de mauvaise surprise, le coût pour l'exclusivité, parce qu'on le fait que pour eux, et puis après, on partage la valeur en fonction évidemment de la consommation des clients, un peu à l'instar de ce qui se passe avec Spotify ou Apple Music. Donc on voit que ce qui est amusant, c'est que vous avez comme ça des mouvements, il y a le gratuit qui va continuer, avec les joueurs qui payent à l'intérieur. Vous avez ce modèle d'abonnement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des choses hybrides. C'est-à-dire que vous avez dans les consoles, c'est vrai pour les grands jeux de console comme FIFA, où c'est payant, mais derrière, vous continuez à payer. Même si vous n'avez pas payé, enfin pour tous, si vous voulez des super joueurs, vous pouvez payer pour un mode opératoire différent, etc. Et inversement, dans le free-to-play, vous pouvez avoir un système gratuit. Et puis après, finalement, à l'intérieur, si vous aimez le jeu, vous pouvez vous abonner pour arrêter effectivement de regarder des publicités. Donc ça, c'est un phénomène qui va faire que la monétisation va devenir un enjeu clé. Et je ne parle pas encore du système de la blockchain qui va encore, avec les monnaies cryptées aussi, qui va amener encore une autre forme de monétisation. Donc on en est encore à la préhistoire. Dans 5 ans, si on faisait ce débat, on verrait que plein de choses nouvelles vont arriver. Et puis juste pour clôturer sur le côté communautaire avec un petit clin d'œil, ce jeu Sandpop qui existait avant d'être sur Apple, sur le Pop 3, il va continuer à vivre. Il y a eu beaucoup de mariages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé par jouer à Sandpop 3, qui se sont connus parce qu'ils avaient les mêmes goûts, et à chaque fois qu'ils nous envoient un petit message en disant que finalement, il y a dizaines, quinzaines, vingtaines de mariages par an, des gens qui sont connus, c'est presque un lieu de rencontre, là, pour le coup. Et à chaque fois, on fait ça en leur envoyant un petit mot. Donc voilà, ça c'est juste pour clôturer sur l'aspect communautaire. Ça illustre bien la force communautaire du jeu vidéo. On aura peut-être l'occasion de refaire un Mardi Raise sur un autre sujet passionnant qui est celui de la finance décentralisée, mais on va essayer de se concentrer sur le gaming aujourd'hui. Justement, en étudiant ces nouveaux modes de monétisation des audiences, Stanislas, vous, côté Powder, vous n'en êtes pas encore à cette étape de vos développements, mais j'imagine que comme toute plateforme grand public, c'est un sujet qui est crucial pour vos développements dans les années à venir. Monétisation publicitaire, modèle freemium, abonnement, achat in-game, etc. Les modèles sont très nombreux dans le secteur du gaming. Aujourd'hui, vous en êtes où et en tant que plateforme, est-ce qu'il y a des modèles que vous privilégiez ou pas encore? Alors aujourd'hui, on est pré-monétisation, mais bien sûr, on y pense beaucoup et on est en train de définir en fait la stratégie pour monétiser Powder par la suite. En fait, nous, on est à l'intersection entre le social gaming d'un côté et la creator economy de l'autre. Aujourd'hui, le marché il est mature. Les gros créateurs, ils souhaitent être rémunérés en fait pour leur travail sur des plateformes sociales. Et en fait, ce que nous on souhaite faire, c'est vraiment mettre en place un modèle économique qui est basé sur le tipping des créateurs pour que eux puissent en fait monétiser leur audience. Donc, ils créent du contenu sur la plateforme.
ils sont les viewers, les personnes qui les regardent, l'audience leur envoie en fait de l'argent sous forme de tips en fait, qui peut être une sorte de monnaie virtuelle. Et c'est un système en fait qui a déjà été validé par des grosses plateformes comme Twitch ou par Discord par exemple. Donc Twitch c'était avec les Beats et Discord avec la Nitro. Et c'est donc aujourd'hui viable et on souhaite s'en inspirer parce que à partir du moment où notre audience sera assez importante pour pouvoir le faire. Dans un second temps, bien sûr, on pense au l'advertising natif, donc la publicité native sur notre produit. En fait, on est un espace très spécifique pour les annonceurs parce qu'ils peuvent en fait targeter des joueurs en fonction de leur type de jeu préféré, en fonction d'événements spécifiques aussi qu'ils souhaitent regarder dans un jeu. On a un système d'intelligence artificielle qui reconnaît les meilleurs moments des jeux, donc ça permet de savoir si l'utilisateur il est plutôt intéressé par de la performance dans un jeu, par des tutoriaux ou aussi par des mèmes par exemple pour des vidéos drôles autour du gaming. Et donc notre but en fait pour la monétisation, c'est vraiment de devenir l'espace de publicité qui est le plus contextuel du gaming. Voilà. Ok, donc finalement reprendre ce qui se fait de mieux, à la fois monétisation publicitaire et monétisation basée sur l'engagement des fans, enfin c'est les différents modèles qui dominent aujourd'hui sur les plateformes gaming. Je vois que l'heure tourne, il nous reste à peine plus d'un quart d'heure. Je voudrais passer au dernier sujet avant de passer aux questions du public, qui est celui de la relation entre les startups et les grands groupes. Alors, vous l'illustrez bien puisqu'on a 2 grands groupes et une startup autour de la table. Peut-être que Stéphane Pallès pour FDJ, vous pourriez nous présenter en quelques mots les initiatives en particulier, puisqu'elles sont assez nombreuses dans l'univers du gaming, que mène FDJ pour entretenir la relation avec les startups, à la fois s'en inspirer et soutenir aussi leur développement. Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement quelque chose qu'on a structuré, dans lequel on a beaucoup investi depuis 5 ans. On a commencé donc alors on a effectivement conçu cet investissement comme un élément fondamental de notre système d'open innovation. Et donc effectivement en 2015 on s'est dit, au milieu de l'ensemble des initiatives d'open innovation, il faut que on aille investir dans des startups, et on a en quelque sorte aujourd'hui eu plusieurs phases, mais qui se cumulent. Donc on a commencé par investir dans des fonds plutôt généralistes, comme Raise. Voilà, généraliste n'est pas du tout un défaut, au contraire, puisque c'était une manière d'aller chercher, d'aller en quelque sorte s'approprier un système et d'aller peut-être repérer dans ce système à la fois des tendances générales et de déterminer un peu ce qui nous intéressait. Donc on a investi dans Raise, on a investi dans Partech dès 2015. Et après, au bout de 2 ans, on a décidé de compléter ça en étant sur des investissements qui soient davantage dédiés à certaines thématiques. Et il y en a 2 qu'on a choisis et qu'on a d'ailleurs évoquées pendant cette conversation, donc qui sont tout à fait pertinentes. L'une, évidemment, c'est le casual gaming, dans lequel on a investi via un fonds qui s'appelle Level Up, et qui est un fonds d'ailleurs qui a certains liens historiques avec Vivendi via les gens qui l'ont créé. Donc un fonds vraiment très très spécialisé dans l'investissement dans les studios de jeux vidéo mobiles et donc dans toutes les thématiques de mobile gaming et les technologies et services associés. Et on a aussi investi dans un fonds qui s'appelle Trust eSport, donc thématique e-sport, créé par Mathieu Dallon, qui est un des experts français de ce secteur. Donc ça a été notre deuxième phase. Et la troisième phase, ça a constitué à mettre en place 2 corporate venture funds avec 2 fonds d'investissement partenaires, dans lequel on a mis en place notre propre fonds d'investissement sur les thématiques qu'on choisit
d'une manière beaucoup plus évidemment liée à nos métiers et à notre stratégie. Et donc, on a mis en place un fonds avec Serena et qui s'appelle V13 Invest et un autre fonds qui s'appelle Aria et qui tous les deux donc nous aident à aller chercher cette fois-ci avec une optique vraiment beaucoup plus dédiée aux besoins de FDJ, des investissements corporels dans les startups. Donc, un effort systématique dans la durée, je pense que c'est très important, qui évidemment doit avoir un aspect financier satisfaisant ce qu'il a, mais qui nous a aussi permis d'abord d'identifier des tendances et ensuite d'aller directement investir dans des partenaires qui, pour certains, sont devenus des partenaires de business. Très intéressant, merci beaucoup. Et côté Vivendi, j'imagine que pour Gameloft en particulier, travailler avec des startups, ça fait partie du job quotidien dans le domaine du jeu vidéo. Travailler quand on rachète des studios de développement, on est souvent sur des sociétés qui comptent quelques employés, même pas quelques dizaines. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, Stéphane, de votre quotidien avec cet écosystème startup dans le domaine du gaming en particulier? Oui, d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison. On était, en point de vue M&A, on est ouvert à toute taille d'entreprise et il se trouve que les plus belles acquisitions étaient les plus petites. Ça, c'est parce qu'elles apportent de l'innovation souvent. Donc, on prend des sociétés qui savent faire ce qu'on n'a pas encore fait, qui sont encore dans l'idée, mais qui n'ont pas été réalisées. Donc, j'ai donné l'exemple de Songpop, c'est Fresh Planet, ils étaient 12 à New York, on a racheté. On en a acheté une en Argentine qui a eu l'idée de développer des jeux qui sont entre la série et les jeux. C'est-à-dire que vous avez des scénarios différents, vous jouez avec les différents scénarios, vous voyez ce qui se passe. Enfin bon. Et souvent, ces innovations-là qui sont à la croisée de plusieurs types de contenus, ben, c'est souvent les plus petites structures qui sont les plus audacieuses et ben, il faut être modeste et se dire, bah oui, quand ils ont une meilleure idée que nous, ben, on vient et évidemment, ils ont tout intérêt eux, elles, les startups, à venir avec nous parce qu'on leur apporte les moyens d'investissement et on les laisse autonomes. Le modèle d'intégration, c'est de les laisser autonomes. C'est-à-dire qu'en aucun cas, comme elles ont réussi sans nous avant, on veut les mettre à la sauce Gameloft ou Vivendi. Ils continuent à fonctionner comme ils le souhaitent. Simplement, on apporte dans certains domaines, évidemment, des spécificités qu'elles n'ont pas. Et c'est le deal qu'on a avec elles au départ, et c'est comme ça que ça marche. Et voilà, et la moyenne d'âge, vous savez, dans le gaming est quand même très jeune. Hein. Rien que chez Gameloft, la moyenne d'âge des 3500 personnes, c'est moins de 30 ans. C'est 28, 29 ans. Et pour les startups qu'on achète, bah, évidemment, c'est souvent des jeunes. Donc oui, c'est un des domaines où il peut y avoir une rencontre entre des grands groupes et des startups. C'est un des domaines les plus évidents pour que ça se fasse assez facilement, en fait. Côté FDJ, est-ce que la logique est la même d'acquérir ces startups ou plutôt d'observer les modèles, de les intégrer aux activités d'FDJ en participant au fond, en étant peut-être un petit niveau au-dessus par rapport à Gameloft? Alors, c'est au départ, on était plutôt dans l'identification de tendances et recherche de partenariats. On n'est pas encore, on ne s'interdit rien, mais on n'a pas vraiment acquis des startups dans lesquelles on a investi via ces fonds, mais il y a quand même l'idée de construire une relation qui soit plus structurée, plus durable et qui éventuellement pourrait mener à ça. Mais on l'a pas fait pour l'instant. On a plutôt construit des expérimentations, voire des partenariats dans certains cas. Par exemple, dans les paris sportifs, on a investi dans Pandascore, qui est maintenant est notre partenaire. Donc voilà. Mais encore une fois, rien n'est interdit, évidemment. Après, je pense que effectivement, il faut faire très attention à ce qui vient d'être dit par Stéphane Roussel, c'est-à-dire que faut pas acquérir des startups pour les intégrer, les étouffer. Il faut les acquérir pour éventuellement leur permettre de continuer à se développer et d'apporter des choses qu'on n'a pas dans un grand groupe. Sinon, c'est pas une bonne stratégie. J'imagine que c'est un discours qui parlera à Stanislas de ton côté.
Côté Powder, vous êtes une startup qui est assez jeune encore. Vous avez déjà des relations avec des investisseurs, des fonds, des grands groupes peut-être. Comment, côté startup, toi, tu envisages cette relation avec les grands groupes et ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise qui est en plein développement comme Powder? On t'entend plus, t'es encore en mute, Stan. Hop, tu m'entendais là, c'est bon. C'est bon. Indirectement, C'est bon. on est lié à des grands groupes. Donc déjà, cette série A, Serena a investi chez nous. Donc voilà, il y a ce rapport déjà qui est assez existant. Assez tôt, nous on s'est intéressé en fait à créer des partenariats avec des grands groupes, que ce soit des gros studios de jeux, des grandes marques de prêt-à-porter, des groupes qui touchent de près ou de loin au gaming. Alors par rapport aux studios de jeux, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les intégrations en fait des jeux sur notre plateforme, puisqu'on ce qu'on fait c'est qu'en fait on intègre les plateformes mais aussi les jeux pour pouvoir permettre en fait aux utilisateurs de capturer du contenu de ces vidéos en récupérant les meilleurs moments et en pouvant ensuite les repartager sur la plateforme. Et donc, bien sûr, on a toujours besoin de créer des partenariats pour gagner en visibilité, pour fortifier notre écosystème. En fait, les grands groupes, ça nous apporte aussi pas mal d'expérience parce qu'en ce qui concerne, par exemple, notre monétisation, nous, on est pré-monétisation. On est très jeune, on est sorti en décembre 2019. Donc, on a besoin de se projeter, on a besoin de comprendre, en fait, ce qui a été mis en place par des gens avant nous. Et voilà, voilà. L'idée, en fait, c'est vraiment de découvrir aussi des nouvelles formes d'organisation qui sont plus scalables, parce que c'est des énormes boîtes avec beaucoup de monde qui ont déjà pensé à ces process, quoi. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de 30 personnes, on se focus uniquement sur le produit. Voilà, c'est vraiment la première partie, en fait, de notre vie, quoi. Et à partir d'un certain moment, on devra vraiment scaler. Et notre but par la suite, c'est de devenir aussi un grand groupe. Donc, il y a toujours ce besoin en fait d'apprendre pour pouvoir grossir et je pense que c'est vraiment des problématiques qui sont assez différentes en fait pour ces types de boîtes. Donc voilà, on est très heureux en fait de nos premiers partenariats et on continue à en rechercher. Aujourd'hui, notre focus, c'est vraiment les studios de jeux, AAA, des choses comme ça. Voilà, parce que pour nous, c'est une manière de créer en fait de la distribution autour des jeux et de simplifier en fait, comment dire, d'améliorer en fait notre produit, quoi. Très bien. Comme il reste vraiment juste quelques minutes avant que Clara et Gonzague reprennent la parole pour pouvoir remercier les participants. Il y a eu plusieurs questions, je vais essayer de synthétiser plusieurs questions du chat et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Malheureusement, on pourrait faire durer la table ronde pendant 2 heures, le temps de répondre à tout le monde. Mais il y a eu plusieurs questions sur les fameux GAFAM dont on a déjà parlé, leur position, soit justement comme grand groupe ou comme potentiel concurrent, et le géant chinois du gaming Tencent, donc géant de l'Internet chinois qui aujourd'hui détient ou a des participations dans un grand nombre d'éditeurs globaux, que ce soit Riot Games qui possède à 100%, Activision Blizzard, Ubisoft et j'en passe. Avec vos points de vue respectifs sur cette industrie, quelles relations vous entretenez avec ces géants, qu'ils soient américains ou chinois? Est-ce que vous les voyez comme une opportunité de développement? Et la réponse serait peut-être différente entre start-up et grand groupe, ou alors plutôt comme une concurrence frontale. Stéphane, vous êtes sur mute, je crois. Voilà, je vais bien commencer. En fait, ils sont inévitables, hein, je veux dire, de toute façon. Donc, il vaut mieux faire avec. C'est pas par dépit, parce que c'est un énorme levier aussi pour le développement. Donc, c'est plus des partenaires que des concurrents, mais chacun avec une logique très, très différente. Donc, comme j'ai commencé à l'expliquer, pour Google, c'est évidemment créer de l'audience et le gaming créer de l'audience. Donc, les partenaires qu'on va avoir avec eux, c'est plutôt des produits beaucoup plus simples qui créent un environnement publicitaire pour agrandir leur audience. Pour Facebook,
C'est encore autre chose, c'est des jeux simples mais coopératifs qui vont bien dans l'esprit de Facebook. Donc, vous voyez que vous n'allez pas leur faire leur même proposition avec eux et c'est pas le même mode de partenariat. Avec Amazon, on a beaucoup de partenariats aussi. Et par exemple, évidemment, ils voudraient que Alexia, ça soit pas simplement et Alexia, achète-moi ceci sur Amazon. Ils veulent que ce soit un outil beaucoup plus convivial dans le foyer. Donc, on va développer une offre justement avec eux de jeux qui sont orientés sur le son et pas simplement sur l'image, où on peut jouer ensemble, évidemment, autour de la musique en particulier. Et donc, évidemment, pour eux, on va avoir un partenariat différent qui va valoriser leurs produits par rapport, évidemment, à ce qu'ils veulent montrer qu'ils peuvent faire. On a aussi des constructeurs automobiles autour du son, d'ailleurs, parce que c'est plus facile de jouer en déplacement. Et puis, Apple, qui est encore une fois un exemple, alors là, d'intégration totale, qui, eux, ont intérêt, évidemment, à ce que le gaming rentre complètement dans leur stratégie d'écosystème global où on offre la totalité de ce qui peut être une expérience de divertissement à ses clients, en ayant en fer de lance quand même et de loin Apple Music, hein, parce qu'on est bien placé pour le savoir avec Universal Music. Donc tous les autres divertissements viennent leur permettre de concurrencer Spotify, mais ça devient en soi aussi un business. Et puis pour ce qui est de l'Est de la planète, on a évidemment des relations très fortes avec les acteurs chinois qui deviennent mondiaux. Et pour développer, d'ailleurs pour la Chine, c'est dur de développer un jeu et de commercialiser un jeu sans passer par un acteur chinois. Donc c'est Alibaba, c'est Tencent. Mais par soi-même, c'est un petit peu compliqué pour des histoires réglementaires, pour des histoires de culture. Voilà, c'est pratiquement pas possible. Donc vous êtes bien obligé aussi d'avoir des partenariats avec ces géants. Et c'est vrai que parmi ces géants, Tencent est un animal particulier parce que c'est à la fois un industriel et à la fois un fonds d'investissement en fait. C'est-à-dire que ils achètent beaucoup de choses, pas forcément pour les intégrer seulement, et ils mettent des participations dans beaucoup de jeux, mais pas seulement dans le divertissement. Ils ont d'ailleurs acheté 20% de Universal Music. Donc c'est un géant un petit peu à part. Et donc je fais beaucoup mes tournées, enfin je faisais mes tournées physiques et je le fais en digital auprès de ces différents acteurs, sans oublier Microsoft d'ailleurs, pour à chaque fois trouver une solution de partenariat nouvelle. Voilà. Très bien, donc partenaire plutôt que concurrent, côté Vivendi. Très rapidement, puisque l'heure tourne, côté FDJ et Powder, quelle position vis-à-vis de chez Géant, à la fois côté ouest et côté est? Alors, nous, la situation est assez différente parce que on est un petit peu protégé par deux choses. Je dis un petit peu, mais ils sont là quand même, hein, par deux choses. L'un, c'est que c'est la régulation quand même du secteur. Donc c'est un modèle, encore une fois, de jeu d'argent et très différent des modèles de ces géants et qui est régulé d'une manière qui fait qu'ils ne peuvent pas y arriver, j'allais dire, par la porte de derrière. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont, notamment du côté américain, c'est-à-dire côté Google en particulier et Apple aussi, une certaine méfiance par rapport à ce secteur. Alors néanmoins, il faut compter avec évidemment parce que plus on est digital, bah, plus de toute façon on va se retrouver dans des modes de publicité sur lesquels ils ont pris évidemment une importance majeure. Donc en fait, bien entendu, il faut compter avec eux et il faut compter avec eux aussi, on l'a vu à un moment donné, parce qu'en fait, ils ont une tendance à vouloir bah, contrôler nos applications, nous faire payer pour être référencés, etc. Donc il y a quand même il y a un sujet un peu quand même d'indépendance vis-à-vis de ces gens qui se posent aussi, même si je pense qu'on est un peu moins en concurrence directe que d'autres ne le sont. Et les Chinois, pour l'instant, moi je les vois surtout en fait arriver via le paiement.
Je pense qu'ils sont très, 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 très forts et très, 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 très en avance sur le paiement et que c'est comme ça qu'en fait, ils vont arriver, y compris dans notre domaine, parce que ils vont de plus en plus, je pense, arriver à fédérer des communautés à travers les moyens de paiement qui sera très difficile de ne pas considérer. Voilà. Merci. Sujet passionnant, merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir clore cet échange. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler et d'ouvrir le sujet sur les relations avec les géants de l'Internet américains et chinois lors d'un prochain raid. Ça nous fait 2 nouveaux sujets. Avant de clore, je tenais à vous remercier beaucoup tous les 3 pour la qualité des échanges et les informations partagées. Et je vais pour le mot de la fin laisser la parole à Clara et Gonzague pour remercier aussi les plus de 200 personnes au pic qui ont rejoint la discussion. Merci à toutes et tous. Gonzague, si vous voulez prendre la parole. J'espère que Clara va nous rejoindre. J'ai regardé le compteur à 235. C'est quand même pas mal. Merci, voilà, Clara arrive. Merci Stéphane Palaise, merci Stéphane Roussel, merci Stanislas Copin et merci infiniment Thomas Gavache de nous avoir animé cette séance. J'ai vu les questions. Je dois dire qu'avec ma génération, je ne comprends pas tout. Mais il y a un truc, c'est que les Chinois, le paiement, ils vont nous bouffer. Donc, avis aux startups, inventez-nous des trucs où on puisse contrer ces Chinois, parce que voilà. En tout cas, merci infiniment. Je ne sais pas si. Moi, je voulais simplement dire que le gaming, en fait, c'est pas un jeu, c'est hyper technique. J'ai appris plein de choses. Comme dit Gonzague, c'est vraiment complexe et vous n'êtes pas là par hasard. Donc, merci de nous avoir partagé votre savoir, votre connaissance. Je pense que quand on regarde tous les commentaires, les gens sont vraiment ravis. Et on espère, Stéphane, pour un 3e mardi raise, Stéphane pour un 2e et Stanislas pour un 2e, où on se verra et on pourra échanger ensemble. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très précieux. Merci à vous. Merci et Thomas, beaucoup. Merci parce que tu as animé ça magnifiquement. Oui, bravo. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.